Bien, bonsoir. Merci à vous d'être là. Nous allons, puisque Marc Lehmann est là, on va pouvoir commencer. Les retardataires vont rentrer au fur et à mesure. Avant de présenter la soirée d'aujourd'hui, Pierre va faire une annonce sur la prochaine question. Oui, alors donc la prochaine session, donc, nous accueillerons Richard Zreen sur Raymond Chandler. Donc ça sera, je crois, l'une des... Comment? Non. Ah mais vous ne voyez pas les programmes, hein? Si, si. Non, sur le programme, donc c'était parce qu'il connaît à la fois Jérôme Charine et Chandler, mais ça sera sur Raymond Chandler, hein, et pas sur Jérôme Charine. Les programmes ont été normalement réactualisés. Donc Raymond Chandler, je ne vous le présente pas, donc c'est lui l'auteur de The Long Goodbye, de The Big Sleep, La Grande Fenêtre. Donc à recommander surtout, ses livres sont en général meilleurs que ses films, en particulier The Long Goodbye, qui a été traduit intégralement, qui est vraiment un parcours quasiment analytique du héros, et dont le titre de l'intervention sera justement Portrait du détective en adolescent. Donc c'est la première fois justement que Babel aborde la littérature policière. Hein, on avait abordé la littérature de science-fiction et là, ça sera la première fois qu'on abordera la littérature policière. Donc portrait de détective en adolescent. Voilà. Donc Richard, on parlerait de lui la prochaine fois, mais il a été enseignant de paralittérature, de philosophie et d'esthétique, et il est actuellement directeur de collection aux Belles Lettres, avec toute une série d'auteurs dont je vous recommande la lecture. Voilà, donc pour la prochaine fois, la faute nous incombe. En effet, on avait annoncé Jérôme Charine et je crois qu'on n'a pas corrigé suffisamment à temps. Ceci dit, le système informatique va marcher et vous allez recevoir l'annonce détaillée prochainement. Je crois quand même que Vildoché et Edgar Allan Poe avaient amorcé la littérature policière, mais en effet, c'est plus spécifiquement là avec Chandler cet abord qui nous manquait. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Edmundo Gomez Mango, qui est psychanalyste, qui est à l'APF, qui a été il y a un an président de l'APF, de l'Association psychanalytique de France, qui exerce comme psychanalyste à Paris, qui est né à Montevideo. Vous verrez que ça a sûrement son importance par rapport au thème qu'il nous propose aujourd'hui. Il a traduit Les Fleurs du Mal en espagnol, ça a aussi sûrement son importance puisque Baudelaire mourrait juste avant que Lautréamont n'arrive à Paris. Il a publié vraiment aux éditions Gallimard 2 très beaux livres que j'ai lus il y a un petit moment déjà et qui nous ont donné envie de le solliciter, de l'inviter. Chez Gallimard en 1999, La place des mères, et en 2003, La mort enfant, dans la collection Connaissance de l'inconscient, série tracée, vraiment deux ouvrages remarquables. Je pense qu'on va aujourd'hui encore aborder la question de la mort enfant, vous verrez, ça vous donnera envie d'acheter ce livre. En espagnol, je ne vais pas le dire en espagnol, mais ça doit vouloir dire, vous me corrigez si je me trompe, La vie et la mort dans l'écriture. Oui. Édition Trills Montevideo 99. Et la poésie de Juan Gelman et l'appel des disparus, Myriam Solal, éditeur de Milan. Par ailleurs, il est membre du comité de rédaction de la revue Pensée rêver. Et me semble-t-il, il y a un petit cercle de psychanalystes de très grande qualité et littérateurs à l'APF que nous aimons beaucoup, c'est-à-dire J.B. Pontalis, François Gantré, et nous manquait le troisième mousquetaire que nous avons aujourd'hui, Edmundo Gomez Mango. Vous avez placé dans une très belle compagnie, là. Isidore Lucas, le comte de Lautréamont, a risqué d'être à jamais un enfant poète mort de la littérature. C'est une sorte de miracle, le fait que l'œuvre de cet écrivain, né à Montevideo en 1846, venu en France à l'âge de 13 ans,
mort à Paris 11 ans après, ait pu échapper à l'oubli et que nous puissions aujourd'hui le lire. Les Chants de Maldoror n'ont jamais paru en librairie du vivant de l'auteur. À sa mort, il n'existait qu'une vingtaine d'exemplaires en circulation. Les poésies 1 et 2 n'apparaissent en volume que de façon posthume en 1920. Mis à part les exemplaires adressés par l'auteur lui-même aux dédicataires, la plupart d'entre eux étaient des anciens condisciples du lycée de Tarbes, on se demande combien d'autres lecteurs du vivant du poète ont pu parcourir leurs pages. Tout ce que nous connaissons de lui a été écrit pendant les 3 dernières années de sa vie. Et dans une si brève période, il change 3 fois de signature. Les 3 astérisques du Champonnier, édités séparément à 2 reprises, le pseudonyme Comte de Lautréamont pour les Chants de Maldoror et Isidore Ducasse, son vrai nom, pour les poésies 1 et 2. Tout semble évoquer la problématique d'un écrivain adolescent qui n'ose pas révéler son identité, qui fait du secret de son nom patronymique une affaire importante. Chercher une signature, un nom d'auteur, implique le désir de retrouver une identité à travers l'écriture. Un grand silence qui dure presque 20 ans s'installe après la parution des textes du jeune écrivain. Quelques rares commentaires ou notices parus dans des bulletins bibliographiques ou de revues de poésie avaient été publiés quand Ducasse était encore en vie. Après sa mort, plus rien. Il devient un écrivain inconnu. En 1885, un éditeur installé à Bruxelles, Tarbé d'origine, et qui avait repris le fonds éditorial du premier imprimeur des Chants, offre un exemplaire du poème à un jeune écrivain belge, Max Valère, leader du groupe La Jeune Belgique. Il déclame quelques strophes des chants dans des réunions littéraires, des fragments sont publiés dans des revues. Lui et ses amis achètent plusieurs exemplaires, l'envoient à des auteurs français, Léon Bloy, Péladan, Huysmans. Léon Bloy est particulièrement touché par la découverte de Ducasse. Il écrit un long article, Le Cabanon de Prométhée, qui paraît dans La Plume en 1890, c'est-à-dire 20 ans après la publication des Chants. Son commentaire, malgré ses flagrantes inexactitudes, entre autres celle de la mort de l'auteur dans un cabanon de fous, fait ressusciter Maldoror pour le public des symbolistes. La deuxième naissance de l'œuvre de Ducasse vient de commencer. Ce sont encore 2 jeunes écrivains qui, quelques années après, ont fait accéder Lautréamont à la gloire littéraire. En 1918, Louise Aragon découvre, tout à fait par hasard, dans une revue Vers et prose, publiée par Paul Faure, le premier chant. Il retrouve ensuite, dans une bibliothèque de près, la version complète du poème. Cette lecture provoque en lui, ce sont ses propres mots, l'effet d'un tremblement de terre. Il communique sa découverte à André Breton et ils lisent les chants à haute voix et à tour de rôle à l'hôpital du Val-de-Grâce. Ils étaient tous les 2 jeunes étudiants en médecine. Durant leur nuit de garde au service des aliénés, ils étaient convaincus d'avoir découvert un grand poète et ils ont décidé de tout faire pour le faire connaître et admirer. J'estime que le plus beau titre de gloire du groupe conformé Breton, Aragon et Soupeau est d'avoir reconnu et proclamé l'importance littéraire et ultralittéraire de l'admirable Lautréamont, déclarerait André Gide. Cet immense poème de la haine et de l'amour, adolescent, créé des amitiés intimes, a inspiré la formation des groupes de jeunes écrivains. La réception de l'œuvre de Ducasse en Amérique latine est analogue à celle qui s'est produite dans le monde littéraire européen. Un des plus grands poètes latino-américains, le nicaraguayen Rubén Darío, salue son œuvre dans un recueil d'essais intitulé Los Raros, les étranges ou les insolites. De tout jeunes poètes uruguayens et argentins le redécouvrent et l'admirent. Il devient l'idole d'un groupe montevidéen de poètes qui s'appelait l'Aube. L'un de ses participants, Roberto de las Carreras, s'autoproclame le fils bâtard du comte de Lautréamont. Encore une coïncidence. Dans un hôpital psychiatrique argentin,
Henrique Pichon-Rivière, le psychanalyste et psychiatre, rencontre Edmundo Montagne, un poète uruguayen qui aimait passionnément le conte. Eux aussi lisent ensemble et échangent leurs impressions autour des chants. Le poète se suicide peu de temps après, et Pichon-Rivière consacrera d'importantes études biographiques et interprétatives de l'œuvre de Lautréamont. Il signale que son intérêt pour l'écrivain franco-uruguayen commença en même temps que son intérêt pour la psychanalyse. J'ai rappelé ces faits d'histoire littéraire pour mettre en évidence que le poème de Maldoror n'est pas seulement l'œuvre d'un jeune poète, mais qu'il est habité par l'esprit de la jeunesse lui-même. Il a su inspirer chez ses jeunes lecteurs un enthousiasme qui l'a sauvé de l'oubli. Ce sont eux qui ont assuré la survie et la transmission du livre. Peut-être, c'est une hypothèse, la puissance des chants, l'effet qu'ils ont produit dans les générations successives des lecteurs, est-il intimement lié à ceci. Ils incarnent le processus psychique de l'adolescent qui se cherche lui-même et qui se donne forme dans la création d'une œuvre littéraire. Le conte de Lautréamont ou les démons de l'adolescence incarnés dans la littérature. Les jeunes Belges qui ont redécouvert les chants, les jeunes surréalistes qui ont tant fait pour consolider la gloire littéraire de Lautréamont, me font penser à la fable du poète navigateur qui jette à la mer un de ses écrits enfermé dans une bouteille. Celui qui le retrouve dans une plage lointaine et qui le lit est en fait le vrai destinataire du poème, un destinataire inconnu de l'auteur. Les dédicataires des poésies, ses condisciples ou professeurs du lycée, l'ami intime d'Azé, de 4 ans sur cadet, dont le nom propre apparaît dans la première version du chant premier, remplacé dans la seconde par le poulpe au regard de soie ou le crapaud, sont à la fois les destinataires concrets, les personnes connues à qui s'adresse le jeune écrivain, mais ils sont aussi la personne de l'adolescent ou l'adolescent en personne, l'interlocuteur inconnu et secret qui réapparaît chaque fois que le poème le recrée ou l'invente dans les yeux qui le lisent. La jeunesse adolescente imprègne toute l'œuvre du Cassien. Les personnages les plus nombreux des chants sont des adolescents. Impressionnante série éclatée de doubles d'Isidore lui-même. Lehmann, Lohengrin, Lombano, Holzer, Mario, Tramdal, Falmer, Réginal, Elsner, Agone, Merlin. Il les évoque ainsi au début du chant troisième. Rappelons-nous les noms de ces êtres imaginaires à la nature d'ange que ma plume, pendant le deuxième chant, a tiré d'un cerveau brillant d'une lueur émanée d'eux-mêmes. Ils meurent dès leur naissance, comme des étincelles dont l'œil a de la peine à suivre l'effacement rapide sur du papier brûlant. Léman, Lohengrin, Lombano, Holzer, un instant vous apparûtes, recouverts des insignes de la jeunesse, à mon horizon charmé. Mais je vous ai laissé retomber dans le chaos comme des cloches de plongeurs. Vous devez céder la place à d'autres substances peut-être moins belles qu'enfantera le débordement orageux d'un amour qui a résolu de ne pas apaiser sa soif auprès de la race humaine. Le poète créera avec ses figures d'insignes une pyramide de séraphins, je cite, et il les entrelacera dans une ellipse qu'il fera tourbillonner autour de lui. Pour lire Lautréamont, il faut être docile au texte, redevenir jeune comme lui, pour pouvoir à notre tour recréer cette sorte de substance adolescente avec laquelle Lautréamont travaille sans cesse. Nous ne pourrions pas octroyer à cet élément adolescent la même importance psychique que la psychanalyse nous a enseigné à conférer à ce que nous appelons l'infantile. Nous ne pouvons pas penser la puberté sans la considérer comme un profond remaniement des expériences psychiques préalables, comme une reprise des recherches et des théories sexuelles infantiles plus ou moins abandonnées, comme une flambée pulsionnelle qui ravive des structures déjà existantes. Dans le poème de Lautréamont, il n'est pas difficile de deviner derrière les images ou les motifs les plus saillants et qui se répètent avec insistance la reviviscence des fantasmes tels que l'observation des rapports sexuels des parents, la séduction précoce par des personnes aimées, la menace de castration, le retour au ventre maternel, le roman familial et ses diverses versions.
Le monde du collège est souvent évoqué de façon explicite dans les chants de Maldoror. Le ressentiment d'adolescent est pour Gaston Bachelard une des sources les plus importantes de la violence du poème. L'énergie de l'agressivité animale, tellement présente dans les chants et que cet auteur a si bien analysé, exprime la souffrance psychique que le jeune Isidore a dû éprouver dans son passage par le collège, ressenti comme une cage ou une prison. À l'origine du poème, Bachelard entrevoit un drame de la culture, je cite, un drame né dans une classe de rhétorique, un drame qui doit se résoudre dans une œuvre littéraire. Dans ce sens, le passage le plus explicite des chants est celui-ci. Quand un élève interne dans un lycée est gouverné pendant des années qui sont des siècles, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au lendemain, par un paria de la civilisation qui a constamment les yeux sur lui, il sent les flots tumultueux d'une haine vivace monter comme une épaisse fumée à son cerveau qui lui paraît près d'éclater. Depuis le moment où on l'a jeté dans la prison jusqu'à celui-ci qui s'approche, où il sortira, une fièvre intense lui jaunit la face, rapproche ses sourcils et lui creuse les yeux. Isidore a passé 5 ans comme interne, 3 ans à Tarbes, 2 ans à Pau. Selon son biographe François Karadec, l'attaque de cette phrase est dirigée contre les pions et non pas contre les professeurs. Isidore admirait son professeur de rhétorique et il deviendra lui-même un des plus puissants rhéteurs et rhétoriciens de la littérature française. Mais l'ambivalence des sentiments inspirés par la personne du professeur ne fait pas de doute. Un condisciple d'Isidore a raconté la scène où le professeur se moque de son élève pour son style confus, incorrect, plein d'images incompréhensibles, et lui inflige une retenue. Monsieur Einstein figure parmi les dédicataires de poésie, mais selon Karadec, pas seulement pour lui faire plaisir. On pourrait établir des liens entre les principaux thèmes qui peuvent se dégager du poème et l'expérience vécue de l'adolescence. La métamorphose, ce flux verbal imparable qui s'empare des hommes, des animaux ou des choses, transfigure l'apparence des êtres dans une mobilité qui n'accepte pas de limites, peut être mise en relation avec la profonde mutation corporelle et affective de la puberté et de l'adolescence, de la transformation de l'enfant en un jeune homme. Je rappelle que le 3e chapitre des 3 essais sur la théorie sexuelle s'intitule « Les métamorphoses de la puberté ». Les troubles de l'identité sexuelle, la recherche perdue du semblable, de l'ami ou de l'aimé, la figure de l'hermaphrodite, bien saisie par Dali dans son portrait de l'autre amour. Vous pouvez le voir là. Ah, c'est disparu. Bon. Peut-être vous l'avez aperçu à l'entrée, oui. Allez. Voilà, c'est celui-là, en bas. Très beau. Ainsi que le souffle érotique à forte tendance sadique et homosexuelle qui parcourt d'un bout à l'autre toute l'œuvre, sont aussi l'expression, exagérée parfois jusqu'à la caricature, d'un jeune homme débordé par l'intensité de sa mathématique sexuelle. La solitude, la révolte contre le monde des adultes, la rébellion contre la morale bourgeoise, la haine de la famille sont encore des topoi caractéristiques à la fois de l'adolescent, mais aussi de toute la littérature de jeunes romantiques européens que Lucas connaissait bien. Quand il s'adresse dans son poème aux jeunes lecteurs, il reprend le message que ses aînés romantiques lui ont transmis et qu'il s'approprie d'une façon si particulière. Dans le premier chant, Maldoror a conclu un pacte avec la prostitution afin, explique-t-il, prostitution, il écrit avec majuscule, de semer le désordre dans les familles. C'est la seule déclaration d'amour de Maldoror à une femme très belle et nue, qui vient se coucher à ses pieds, tout près d'un tombeau. J'ai commenté cette scène dans un article paru dans un dernier numéro de la revue Penser rêver, que j'avais intitulé, avec un jeu de mots, L'autre est amont tes vidéos, l'autre est amont tes vidéos. La femme est en fait une apparition, un fantôme, qui ira cacher sa tristesse infinie au fond de la mer. Pichon-Rivière a émis l'hypothèse assez convaincante que le décès de la mère d'Isidore
quand celui-ci n'avait qu'1 an et demi, a été due à un geste suicidaire. Le fantôme en prostitution représente la mère morte. Le pacte que Maldoror fait avec elle serait ainsi un pacte d'amour du fils avec la mère morte. L'adolescent devient la mère, une femme prostituée. Il n'aimera qu'elle et que lui-même en elle. Il haïra toutes les filles, il n'aimera que les garçons, qu'il sacrifiera et ressuscitera sans cesse, blessant leur chair palpitante pour les lécher, les embrasser et les soigner. Il s'occupera d'eux, de ses doubles et de lui-même, comme seule une mère bonne et vivante peut aimer et soigner un fils blessé. On peut lire dans le deuxième chant un autre pacte, même si celui-ci n'apparaît que de façon déguisée. Lautréamont a saisi la plume pour écrire, pas n'importe quelle plume. L'instrument a été arraché à quelques pigargues roux, en réalité pirargues, un rapace de la famille des aigles. Il s'agit, semble-t-il, d'une citation de Victor Hugo. Mais ses doigts ne lui obéissent plus. Les articulations, je cite, demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant, j'ai besoin d'écrire. C'est impossible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non, la plume reste inerte. Le Tout-Puissant est celui qui l'empêche d'écrire. L'ennemi, qui veut barrer le chemin de la gloire littéraire. Pour le détourner de sa tâche, il envoie l'orage et la foudre. Ses agents de la police céleste, il les appelle comme ça, le frappent au front et l'étendent sur les carreaux. Son visage a été coupé en deux. Le sang sort de son front, coule sur le parquet. Il demande à son chien, Sultan, de boire le sang et à l'aimant de nettoyer avec un balai, tandis qu'il bande sa tête et son visage. Les allusions au pacte Goethéen de Faust avec le diable sont assez claires. La nuit, le cabinet, la chambre, l'écritoire, le sang, le barbet, le chien, le valet, l'étudiant. Mais la parodie de la scène de Goethe opère de multiples renversements. Le créateur, c'est peut-être le jeune écrivain qui veut poursuivre son œuvre, et Dieu, au fond, n'est qu'un céleste bandit. Sa nature est en fait diabolique et vouée à la destruction de l'homme. Le pacte est celui d'un combat à mort entre deux puissances, le jeune d'un côté, armé de sa plume, et Dieu, le Seigneur et la foudre de l'autre. Le Créateur, non content, je cite, d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, veut l'y empêcher de poursuivre l'écriture des chants. Écrire, c'est vaincre cet ennemi, cette paralysie qui veut immobiliser sa main, arrêter cette hémorragie qui vide le vampire, on surnommait ainsi Maldoror, de son sang. N'importe, s'écrit-il, j'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée. Courage d'écrire pour creuser la pensée, une belle formule qui exprime, au-delà de toute mystification, l'enjeu de la littérature pour le jeune Isidore. J'ai reçu la vie comme une blessure et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. Je veux que le Créateur en contemple à chaque heure de son éternité la crevasse béante. C'est le châtiment que je lui inflige. Dieu est pour Maldoror non pas un créateur, mais un destructeur. Et la seule façon de le combattre est d'utiliser contre lui, comme un boomerang puissant, la destruction. Pour livrer cette bataille inégale, dont il est conscient du caractère ridicule et dérisoire, il mettra son génie au service de la cruauté et du mal. Maldoror est aussi un Lucifer adolescent qui essaye de délivrer l'homme de la croyance en Dieu, d'inspirer en lui la révolte contre toutes les tentatives religieuses de soumission. Il doit ainsi anéantir la conscience morale, qui n'est qu'un moyen utilisé par le céleste bandit pour torturer sa créature. Maldoror est le séducteur qui inspire le désir de transgresser les lois qui fondent la structure familiale. Le moyen le plus direct et le plus puissant qu'il trouve pour séduire le lecteur et peut-être son ennemi lui-même est d'exhiber sa folie privée, de montrer la blessure psychique, l'enfer de son monde intérieur. Il paraît convaincu que pour se confronter avec le Très-Haut,
il doit devenir le très bas. Cet adolescent a ressenti la religion comme une maladie du père dont il a voulu guérir par des moyens désespérés. Le père, le grand objet extérieur, il l'appelle comme ça aussi, est la cible des attaques furieuses. L'adolescent le ridiculise. Il le présente au chant troisième comme un ivrogne, complètement sourd, étendu sur la route. Les créatures en profitent pour se venger de lui. Les hérissons lui enfoncent ses pointes. Le pivert et la chouette font de même avec leur bec. L'âne en profite pour lui donner un coup de pied sur la tempe en se plaignant de ses oreilles si longues. L'homme fiente 3 fois de suite, sur 3 jours de suite, sur le visage auguste du créateur méconnu. Sa dernière apparition coïncide presque avec la fin du poème. Dieu surgit à la place Vendôme, au coin de la rue Castiglione, métamorphosé en rhinocéros, haletant et couvert de sueur. Il ne pourra pas empêcher la mort du dernier adolescent nervin qui, propulsé par Maldoror, traverse le ciel de Paris comme une comète traînant sa queue flamboyante avant de s'écraser sur le dôme du Panthéon. Son squelette reste là, immortel, ayant peut-être enfin retrouvé la gloire. Les étudiants du quartier latin qui le texte l'écoutent quand le vent se le balance et font une petite prière. Le pacte de sang indestructible du Fils avec le Père rassemble toujours les deux ennemis, les tient ensemble dans un combat sans fin. La violence de l'attaque contre Dieu est proportionnelle à l'angoisse effrayante qu'il inspire dans l'âme adolescente. Il est constamment menacé de mutilation. Ce motif de la mutilation-castration se présente sous diverses formes. Une des plus insistantes est celle du scalp. Nombreux sont les adolescents dans le poème qui subissent ce supplice. Bachelard a décelé derrière cette figure une peur bien concrète ressentie par les collégiens, la coupure des cheveux pour éviter l'infection des poux, une présence assidue des champs. Mais la résonance psychique du scalp est sans aucun doute beaucoup plus vaste. Évoquons seulement l'épisode de Falbert. Il est blond, sa figure est ovale, il a 14 ans, un an de moins que le narrateur qui parle et raconte, Maldoror. Falmer veut empêcher son aîné de percer le sein d'une femme avec son poignard. Je l'ai saisi par les cheveux avec un bras de fer, raconte Maldoror, et le fit tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure ne resta dans la main et que son corps, lancé par la force centrifuge, alla cogner contre le tronc d'un chêne. Maldoror, pris par des accès d'aliénation mentale, court à travers le champ en tenant, pressé sur son cœur, une chose sanglante, la chevelure. Cette chose sanglante, signe d'un meurtre, d'un événement dont il se sent coupable, est ressenti comme un remords douloureux. Une autre forme de la menace qui vient toujours de l'ennemi destructeur du père, non moins terrible, est celle qui se manifeste par l'insomnie. Maldoror ne peut pas dormir. Il est condamné à une veille infinie, à une vigilance extrême et de tous les instants. Voilà plus de 30 ans que je n'ai pas encore dormi, dit-il. Depuis l'imprononçable jour de ma naissance, j'ai voué aux planches somnifères une haine irréconciliable. Pour être plus sûr de moi-même, un éclat de bois sépare mes paupières gonflées. Celui qui dort est moins qu'un animal châtré la veille. Cette veille, cet état d'alerte, cette alarme psychique permanente est provoquée par une intense, effroyable angoisse de persécution. S'il s'endort, il sera sûrement pénétré et violé par l'autre, l'ennemi, le Tout-Puissant. Il dit, au moins il est avéré, que pendant le jour, chacun peut opposer une résistance utile contre le grand objet extérieur, qui ne sait pas son nom. Mais aussitôt que le voile des vapeurs nocturnes s'étend, notre porte est ouverte à la curiosité farouche du céleste bandit. Je n'ai pas mérité cette supplice infâme, toi, les hideux espions de ma causalité. Si j'existe, je ne suis pas un autre. Je n'admets pas à moi cette équivoque pluralité. Notre amour ne peut pas dire, comme son contemporain, peut-être sont-ils croisés sans se reconnaître comme deux frères en poésie dans les journées qui précédèrent l'insurrection de la Commune, je est un autre.
le mouvement, la qualité cinétique des images est une des marques les plus originales de la prose poétique du poème. Le lecteur est porté par les strophes, par le rythme, qui parfois s'accélère, comme le tourbillon des adolescents que j'ai déjà évoqué, ou comme cette force centrifuge qui emporte Falmer ou Mervin, tels des adolescents volants, des météores qui traversent le ciel de la littérature vers leur propre destruction, mais aussi vers le gloire. Plusieurs critiques ont signalé cette capacité d'autocommentaire qui est toujours présente dans la prose de Lautréamont, comme si la référence à elle-même était une condition nécessaire à sa propre production. Ainsi, l'image du tourbillon, qui s'inscrit si souvent dans le développement lui-même tourbillonnaire des chants, semble être une métaphore du rythme et du mouvement même du poème. Les images du vol des oiseaux sont fréquentes. Je rappellerai le magnifique vol des grues du premier chant, ou celui, lui aussi, d'une grande beauté, du Milan royal, qui survole la scène de l'enterrement de l'enfant mort. Mais c'est peut-être le vol des étourneaux, au commencement du 5e chant, qui auto-représente le mieux le vol d'envol des strophes du poème. Il est un de ces moments privilégiés où le poème se chante lui-même. Il commence ainsi. Les bandes d'étourneaux ont une manière de voler qui leur est propre et semblent soumises à une tactique uniforme et régulière, telle que serait celle d'une troupe disciplinée obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. La description du vol des étourneaux fait irrésistiblement penser au vol des strophes du poème. La singularité extrême de chaque strophe et de chaque chant, l'hétérogénéité radicale de chaque image, semblent s'éloigner dans leur différenciation, dans l'affirmation insolite de leur individualité, mais elles découvrent aussi l'attraction unique d'un seul centre, lui-même en perpétuel déplacement. La comparaison s'appuie sur cette tension entre une force centrifuge qui, livrée à lui-même, emporterait la composition vers l'éclatement ou la dispersion, et une autre centripète qui s'y oppose, qui tend vers un centre qui lui-même se déplace, qui tient le chant et le gouverne, le dirigeant vers un point de fuite inatteignable. Le rythme, la cadence de la phrase reproduit matériellement, physiquement, par la distribution énonciative des mots, leur balancement, leur ralentissement et leur accélération, le vol même des étoiles. C'est véritablement un paradoxe. Ce passage, qui semble refléter si bien le mouvement le plus propre du poème, est un plagiat ou un collage. Lautréamont a copié presque mot par mot la description du vol des étourneaux faite par le docteur Chenu dans l'encyclopédie d'histoire naturelle, qui s'inspire à son tour des descriptions de Buffon. Mais le geste de l'insertion à un lieu précis du poème, de ce fragment d'un corps étranger, constitue une appropriation, une greffe poétique qui dissout l'hétérogénéité de ce qui vient d'ailleurs dans le mouvement d'appartenance au verbe du poème. Le plus étonnant et le plus significatif, le caractère étranger de ce qui vient d'une autre voix se confond dans ce qui dit la sienne, comme si le poème, véritable cannibale mélancolique, dévore le corps étranger, l'incorpore et le fait sien. Autour de ce mouvement, de cet envol qui se confond avec la vie la plus intime de l'œuvre, plane une puissante menace, la plus terrible, celle qu'on pourrait appeler la maladie de l'immobilité. En effet, Maldoror craint plus que tout la paralysie qui arrêterait la puissance de la métamorphose en le fixant à jamais dans une forme rigide cadavérique. Il est effrayé par une sorte de métamorphose négative orientée non plus vers des formes nouvelles et renaissantes, mais vers le sans-forme, l'informe, la décomposition, le règne du glauque, du flasque et du putrid. Il s'angoisse devant cette menace qui va au-delà de la mutilation ou de la pénétration pour se confondre avec celle du total anéantissement. Le fragment, dans ce sens, le plus poignant, est la 3e strophe du 4e chant.
Je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, c'est infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés, mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Certains critiques ont comparé cette image de la décomposition du corps de Maldoror avec les tableaux de Archibaldo. Mais chez le peintre, on peut suivre de façon précise les limites de chaque élément végétal par rapport aux détails anatomiques. Chez Lautréamont, chaque substance semble se fondre dans les autres. Le sentiment d'inquiétante étrangeté qui surgit de cette métamorphose qui tend vers la décomposition, vers le royaume de la viscosité, provient de la confusion de ce qui est encore vivant et de ce qui est déjà en train de mourir. Le corps disparaît, il est envahi par une végétation vivace qui n'est pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. L'étrangeté du lyrisme poétique de Lautréamont atteint dans ce passage une expression originale qu'on ne connaissait pas encore dans la littérature française. Bien sûr, le souvenir d'une charogne de Baudelaire est dans l'horizon poétique de cette strophe, mais il s'agit ici du corps propre du poète, on pourrait même dire du corps poétique des chants qui semble menacé par la dissolution. Comme si la puissance du chant, changeant de sens, immobilisée, devenant centrifuge, se décomposait elle-même dans la dispersion presque définitive de l'image poétique de Maldoror. Le moi doit livrer une lutte implacable contre la catalepsie, forme majeure de l'immobilité provoquée, de la docilité extrême, de l'obéissance sans défaut à celui qui est devenu le maître du corps de l'autre. Qui ne sait pas, se demande-t-il, que lorsque la lutte se prolonge entre le moi plein de fierté et l'accroissement terrible de la catalepsie, l'esprit halluciné perd le jugement. L'immobilité psychique est pour Maldoror l'égarement définitif dans la mort ou le meurtre d'âme. L'interrogation essentielle des chants peut être formulée ainsi. Qu'est-ce que cela signifie écrire pour le jeune Isidore? Il est peut-être en train de composer le premier chant quand il entreprend, en même 1867, il vient d'avoir 21 ans, la deuxième traversée de l'Atlantique vers Montevideo. Ses biographes supposent que le but du voyage est d'obtenir l'aide financière de son père, François Ducasse, pour publier à compte d'auteur le chant premier. Il a tout misé dans son destin d'homme des lettres, et il sera reconnu comme tel dans le rapport de son décès, et bien plus tard par la littérature dans son ensemble, de façon posthume. Il n'a escamoté aucun effort pour atteindre ce but. Les lettres qu'il adresse aux banquiers et aux éditeurs, les envoie à des auteurs connus, à ses amis, le démontrent clairement. Mais ce qui est encore plus important, sa relation personnelle à l'écriture est peut-être le motif principal des chants. Il ne cesse pas d'interroger le geste d'écrire. Il s'écrit et réfléchit sur la signification de ce qu'il est en train d'accoucher sur la page blanche. Il s'abandonne passionnément à l'écriture et dans le même mouvement, il s'étonne, il interroge l'expérience d'écrire. Il semble parfois ébloui par la clarté des images et il avoue un cauchemar a tenu ma pieux. L'archange dynamiteur, ainsi l'a appelé Julien Gracq, est aussi l'écrivain qui, selon lui-même, a l'impossible et inoubliable aspect, je cite, dénibou sérieux jusqu'à l'éternité. On peut concevoir les chants comme un poème de formation d'un jeune écrivain post-romantique. Écrire n'est pas pour lui un choix. Il ne peut pas faire autrement. Écrire et lire est une pulsion, une compulsion, une contrainte. J'ai du mal à évoquer ici la notion de sublimation, tant le chant de Maldoror est proche d'une expérience originaire de l'inconscient et de la langue. Mais cette activité la plus intime et nécessaire lui est en même temps étrangère.
Il est stupéfait, non pas seulement par les images extrêmes qu'il hallucine ou qu'il raconte, mais par le chant lui-même, par la déclamation de ce qu'il écrit, par la force qui tient sa main et sa plume, qui anime son imagination et son espérance. Il écrit pour rêver et rester éveillé. S'il s'endort, le bourreau invisible va extraire de ses veines jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il parle sans arrêt, il déclame, parce qu'il se demande sans cesse: ne tarira point, lui, le Créateur, à la cruauté inutile, ma verve épouvantable. Il écrit pour ne pas dormir, dormir et mourir. Il écrit pour veiller et rêver. Il est une nouvelle version du dormeur éveillé, évoqué récemment par J.B. Pontalis dans le beau livre ainsi intitulé. L'écriture de Maldoror éveille, alerte, vigilance. C'est elle qui lui permet de contempler les visions qui semblent provenir directement de sa plus profonde intimité, comme un jet, un jaillissement de son activité inconsciente. En elle coïncide dans un étrange oxymore ce qui s'impose à lui, ce sur quoi il n'a aucune maîtrise, ce qu'il doit écrire comme une dictée, et le plus lucide de lui-même, son raisonnement le plus fin et le plus aigu, qu'il porte sur cette activité au moment même où elle est en train de surgir. Voir ses rêves avec ses yeux ouverts, c'est cela, pour le jeune Isidore, écrire. Le jeune insomniaque désespéré, sentinelle somnambulique de ses propres visions, sera victime de son charme. Le don magnétique qu'il exerce sur le lecteur s'auto-réfléchit sur lui-même. Il le déclare explicitement au début de la dernière strophe du 5e chant, comme pressentant la fin. Il avoue être conscient de la puissance de séduction de ces phrases, du fluide magnétique qui est capable de mettre le lecteur dans l'impossibilité somnambulique de se mouvoir. La maladie de l'immobilité qu'il craignait tant est ainsi transmise au lecteur. Mais lui-même semble tomber dans le piège, comme si le flux magnétique pouvait se retourner contre lui-même et l'immobiliser par sa puissance hypnotique et crétinisante, un hypnose fascinant auquel il semble ne pouvoir échapper. Si la mort arrête la maigreur fantastique de mes deux bras, longs de mes épaules, employés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire: il faut lui rendre justice, il m'a beaucoup crétinisé. Que n'aurait-il pas fait s'il eût pu vivre davantage? C'est le meilleur professeur d'hypnotisme que je connaisse. On gravera ce quelques mots touchants sur le marbre de ma tombe et mes mânes seront satisfaits. La scène de l'écriture devient la scène originaire du poème. Elle est insistante et ressurgit dans presque tous les chants. Un jeune homme, seul dans la chambre, il écrit, déclame ce qu'il écrit. La légende ajoute qu'il s'accompagne d'un piano. Cela se passe surtout la nuit, parfois à l'aube. La chambre est à la fois présentée comme une chambre de mort et une chambre funéraire, mais aussi comme l'espace où le chant se crée, où la vie de l'écriture devient possible. Le jeune homme adolescent enfant qui écrit est toujours seul. Les présences qui l'accompagnent sont celles de son imagination, de ses rêves, de sa folie. La chambre, ma caverne aimée, est le témoin de son désespoir, de sa douleur toujours présente. Comme un condamné qui essaie ses muscles en réfléchissant sur leur sort et qui va bientôt monter à l'échafaud, debout sur mon lit de paille, les yeux fermés, je tourne lentement mon col de droite à gauche, de gauche à droite, pendant des heures entières. Qui donc, sur la tête, me donne des coups de barre de fer comme un marteau frappant l'enclume? Si les chants apparaissent souvent, même dans la scène que je viens d'évoquer, sous la lumière de la parodie burlesque, ils sont toujours l'expression poignante du trouble profond d'un jeune homme qui cherche en écrivant de dire sa douleur d'exister. Chaque nuit, lorsqu'un jeune homme qui aspire à la gloire dans un 5e étage, penché sur la table de travail à l'heure silencieuse de minuit, perçoit un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer,
il tourne de tous les côtés sa tête alourdie par la méditation et les manuscrits poudreux. Ce passage est situé à la fin du 4e chant. Maldoror est encore hanté par le meurtre de Falmer qu'il vient d'évoquer. Il découvre la cause du bruissement qu'il entend. La fumée de sa bougie fait vibrer imperceptiblement une feuille de papier accrochée à un clou. Il répète, dans un 5e étage, de même qu'un jeune homme qui aspire à la gloire entend un bruissement qu'il ne sait à quoi attribuer, ainsi j'entends une voix mélodieuse qui prononce à mon oreille « Maldoror ». On peut considérer cette scène comme la révélation de l'hallucination qui invente Maldoror. Isidore évoque ici, ce n'est qu'une supposition, la première fois, l'initiale, où Maldoror apparaît dans sa tête, la rumeur première, le germe de ce qui deviendra le poème. Moment mythique de la naissance de son écriture, intimement associé au souvenir d'un meurtre, d'une faute, d'une source intarissable de culpabilité. Ce moment mythique et sacré, où Isidore, devenu Lautréamont, devient à son tour Maldoror, est lui aussi l'objet de la dérision. Dans ce poème, l'entrecroisement des adresses est incessant. Dans la scène que je viens d'évoquer, la parole poétique semble naître de l'écoute d'une voix qui prononce un nom, celui du personnage qui chante le poème. D'où vient cette voix? Qui parle là? Pourrait-on se demander, en écho au fameux « Qui va là ?» du début de Hamlet. Cette voix est-elle celle de Falmer? Mais Falmer, l'adolescent contre qui le chantre a commis un crime horrible, symbolisé par la chose sanglante, est-il Dazet, le seul nom d'une personne réelle qui est apparu dans le poème, lui aussi comme une étincelle vite éteinte, remplacée par les monstres métaphoriques? La voix a des accents séraphiques, ce qui nous permet d'associer avec la sonorité puissante et séraphique de la harpe, qui deviendra sous ses doigts un talisman redoutable, c'est-à-dire avec la voix qui dit les chants. Serait-ce donc la voix du poème qui nomme et crée le sujet du poème Maldoror? La présence de l'autre, du lecteur, est constante dans cet ouvrage. La voix qui chante est sans cesse adressée au lecteur, à toi, l'ami, le divin adolescent, qui toujours peut devenir un monstre. Elle s'adresse à la mère morte, à Dieu, aux métamorphoses et à l'écriture qui les engendre. Elle est une voix essentiellement dialogique, comme je crois celle de l'adolescent, encore quand elle proclame n'être qu'un radical soliloque. Elle devient souvent plurivocale ou polyphonique. Elle se met en scène comme un ventriloque fantôme, parle comme la mère, le père ou l'enfant. Elle n'existerait pas sans cet autre à qui elle parle, sans cet interlocuteur qu'elle crée en justifiant sa propre existence. La voix invoque l'interlocuteur et s'écoute elle-même. Un écho sonore permanent renvoie celui qui parle à celui qui écoute, comme si le chant était engendré par cette substance d'interlocution, par cet élément interlocuteur lui-même. L'apostrophe au lecteur commence l'œuvre, plus au ciel que le lecteur, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, mais aussi la termine. Allez-y voir, vous-même, si vous ne voulez pas me croire. Le dédoublement lecteur-écrivain sur lequel il insiste tant n'en est pas un. L'écrivain est en permanence les deux, il se lit et il s'écrit en s'écoutant de même geste. À maintes reprises, il commente, il parle de ce qu'il écrit au lecteur, mais aussi à soi-même. Il interloque sa propre voix, au sens le plus précis du mot. Il interrompt la narration ou le récit d'un cauchemar, ou l'adresse explicite à l'autre, pour réfléchir et se réfléchir, pour écouter ce qu'il est en train de dire. On pourrait entendre dans ce poème une sorte de mystique adolescente de l'écriture qui voudrait atteindre une fusion totale du lecteur et de l'écrivain, du tu et du moi. Il souhaite voir dans la page écrite le visage du lecteur. Il ressent l'opacité de la feuille de papier comme un empêchement à la complète jonction, je cite. Ça rappelle l'union mystique, n'est-ce pas, la complète jonction.
L'opération magique de mettre sur le papier tout ce qui lui vient à l'esprit vise à tout recevoir de lui-même, de son désir, sans rien le refuser, pour pouvoir tout accueillir du lecteur sans rien rejeter. Lire, écrire serait ainsi un partage absolu de deux intimités, fusion de l'un dans l'autre dans le poème. On connaît ce désir de communion, de ressemblance, qui anime l'amitié et l'amour adolescent et qui parfois ne peut s'accomplir que dans la complicité du crime et du mal. Il vibre aussi dans la voix qui dit les chants. Chaque chant de cet ouvrage est construit en strophes qui ne sont pas divisées en paragraphes. Chaque strophe est présentée comme un tout indivis, une sorte de brique sonore qu'il faudrait lire d'un seul trait et bien sûr à haute voix. Lire à voix haute, déclamer, tous les jeunes poètes qui découvrent le Trianon le font. Lire à voix haute, c'est s'adonner à une mimésis sonore, prononcer dans ma voix la parole de l'autre. On ne peut pas échapper au charme, au sortilège de Narcisse. On oublie parfois que le Narcisse d'Ovide, qui semble plus ou moins renaître dans l'âme de chaque jeune homme, surtout quand il se met à aimer, à lire ou à écrire, est un adolescent. Il est animé d'abord par l'amour de l'inconnu, par la découverte d'une image qu'il ne sait pas qui est la sienne. C'est quand il prend conscience du leur, quand il comprend que l'aimant et l'aimé ne se font qu'un, quand il souhaite se dissocier de son propre corps, se diviser de soi-même, que la douleur déchire son âme. L'enfant du mythe, tel Maldoror, empêché d'atteindre l'image aimée, désespéré parce qu'elle n'est pas un autre, déchire sa poitrine avec ses mains. C'est l'ombre tragique qui cerne l'amour adolescent. Quand il croit aimer un inconnu, il découvre qu'il ne peut aimer que lui-même. Son sort est jeté. Il ne peut aimer qu'en haïssant l'amour. Il ne peut aimer que dans la douleur. Le conte de Lautréamont aime et haït et aime Maldoror. Il a découvert que l'inconnu, le vampire, n'est autre que le montévidéen, qu'Isidore. La métamorphose de l'amour narcissique en amour de l'autre ne se fait peut-être jamais complètement. Un reste infantile auto-érotique de ce geste par lequel, dans le chuchotement qui hallucine le sein, les lèvres se baisent elles-mêmes, ne disparaît même pas dans les bouches adolescentes qui s'embrassent passionnément. L'amour-haine adolescent est capable de tous les renversements. Il oscille sans cesse entre le moi et l'objet. Tantôt il investit l'aimé, tantôt le moi. Parfois c'est le courant de l'amour tendre qui prédomine sur le courant de l'amour sensuel. Parfois, rarement à cette époque, les deux coïncident et se rejoignent et c'est le triomphe, souvent éphémère, de l'amour objectable. Mais ils peuvent se dissocier et l'excès d'excitation se transforme en angoisse et en haine qui attaque l'objet ou se retourne contre le moi. Maldoror, adolescent, peut tomber dans un extrême sentiment de solitude, se sentir absolument étranger et unique, radicalement séparé de tous, ou il peut être emporté par un élan de communion, de rencontre du semblable, où l'autre devient un frère. La flambée fantasmatique, incestueuse, l'intensité d'excitation sexuelle s'accompagne inévitablement d'une résurgence de la culpabilité inconsciente. Le désir transgressif déclenche de fortes tendances autopunitives et le masochisme érogène fait de la souffrance infligée et surtout subie une source cruelle de satisfaction, paradoxale. La douleur la plus intense lui devient nécessaire pour éprouver le sentiment d'exister. Isidore découvre dans Maldoror son enfer pulsionnel. Il le monte, il le chante pour s'en délivrer, pour séduire ou pour détruire. Les chants de Maldoror peuvent être écoutés comme un chant d'amour d'adolescent malheureux, mais aussi plein d'allégresse cruelle, de fureur et de haine. À travers lui, un jeune homme, dans un 5e étage, seul devant la table de travail, noircissant du papier, à l'heure où d'autres vont au bal, exprime les tourments de son âme, de son moi immortel, conquiert la gloire de la littérature. Quand je ferme ce livre, j'éprouve un sentiment de soulagement et de tristesse. Le poème est habité par un excès d'excitation lancinant, un cri désespéré à peine dissimulé par le chant, qui semble chercher lui-même le silence. Nous avons assisté à un drame douloureux, au déchirement d'une jeune existence.
nous avons été les témoins de l'effort extrême d'un poète presque adolescent pour accéder au monde de la littérature. Qu'il était difficile dans cette deuxième moitié du XIXe siècle de trouver une place, de se faire un nom quand on est le contemporain de Victor Hugo, de Rimbaud, de Verlaine, de Mallarmé, et quand le grand Baudelaire vient de disparaître. Cette place, le jeune Isidore l'a trouvée en approfondissant son expérience adolescente, en creusant sa pensée avec des mots, en déployant jusqu'à l'exaspération ses contradictions, en scrutant les zones les plus lugubres et démoniaques de lui-même. Il invente le lyrisme du mal et de la cruauté, de l'agression et du sarcasme, de l'exaltation et de la dérision. On a l'impression, parfois pénible, parfois enthousiaste, que les chants ne sont que littérature, que la splendide mise en mots de la rêverie d'un potache qui n'a jamais été vécu. Mais en même temps, on est pris par le sentiment que le torrent de métaphores et d'images inouïes, hybrides et monstrueuses qui nous ont traversés, nous ont rapprochés, nous ont fait frôler et presque saisir la chose même, une vie animale, haletante et frémissante qui se tient à la frontière du langage. La nostalgie de la vraie vie nous envahit. La vraie vie de la chair palpitante, du polémos incessant de la sauvagerie primitive, elle semblait être là dans les champs, si près de nous. La parole poétique, quand elle crée et s'abandonne à l'élan de la métamorphose, semble hésiter. Est-ce qu'elle régresse vers une vie animale primitive pulsionnelle? Est-ce qu'elle avance nécessairement déjà et à jamais dans le langage, dans la poésie, où elle cherche à se faire une place, à avoir lieu, à être reconnue et aimée par les hommes qui écrivent et qui lisent? L'humour noir de notre amour, qui prend sa propre phrase comme objet premier de dérision, il dit pratiquer le gongorisme métaphysique des autoparodistes, sert d'une part à démystifier la réalité de la littérature de son siècle, mais aussi de toute littérature. Insolite de ces images, leur caractère absurde, autonome, est à la source d'une nouvelle conception esthétique de la représentation artistique. Les célèbres pots comme qu'il utilise pour décrire la beauté de Mervyn au 6e chant, et dont le plus connu est comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, ont largement inspiré l'imagination du surréalisme. Quand on ferme le livre, c'est l'image du tourbillon qui nous reste et nous hante. Le tourbillon des chants s'éloigne et s'approche encore de nous, comme il s'éloigne et s'approche de lui-même. Rarement on peut éprouver avec une telle intensité et de façon simultanée la puissance de la parole poétique et son extrême faiblesse, son intrinsèque précarité. La création de l'œuvre semble toucher l'absence d'œuvre, la folie, le non-sens, en même temps qu'elle nous immerge dans la richesse germinative de l'irrationnel, de la fécondité de l'inconscient. Oui, la vraie vie était bien celle-là, celle de la métamorphose, la vie féroce et animale de la chair palpitante, la vie folle du fantasme, celle profonde et nocturne des couches inconscientes du psychisme. Le chant poétique l'a salué et célébré, et nous devons maintenant, comme lui, l'abandonner. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très dense et optimiste, je dirais, sur la potentialité d'un devenir animal poétique. Et puisqu'il s'agissait d'évoquer les tourbillons, les vols, les envols, la rythmicité, la sonorité, un texte littéraire qui se chante lui-même, on a bien évidemment pensé à celle qui nous avait enchanté en évoquant la sonorité, la rythmicité, le chant chez Virginia Woolf. On a demandé donc à Anne-Marie Smith de discuter Edmondo Gomez Mongo, ce qui n'est pas facile, puisqu'elle le fait à chaud. On n'avait pas le texte avant. Donc, si vous voulez bien, mes questions vont aller un peu en amont de ce que vous venez de dire, puisque, ayant reçu un texte antérieur, mes pensées sont toujours infléchies par ce texte-là, que je vais me permettre de rappeler, mais que je vais relier à des points qui viennent d'être évoqués. Donc,
si je reprends ce que vous venez de dire d'une expérience inconsciente de l'originaire et de la langue. Ayant reçu le texte qui s'appelle L'Utreia Montevideo, j'avais l'impression, en le lisant, que d'une arrière-scène montévidienne de l'écriture de l'Outreamont, d'une arrière-scène hispano-latine, une sorte de cartographie sous-jacente au drame psychique, le drame psychique que vous venez de décrire, qui se déploie au premier plan des chants, le cri tourbillonnant d'un révolté pur. Mais dans le texte où Montevideo occupe une scène que vous nous faites entendre et voir, j'étais sensible au fait que ce cri, vous le situez, ou vous nous faites entendre résonner ce cri à travers Il Rio de la Plata, c'est-à-dire entre Buenos Aires et Montevideo, et l'arrière-scène d'une violence peut-être originaire et qui appartient aussi à la langue dans la mesure où vous évoquez la sonorité du mot aurore en espagnol qui est repris dans Mal d'aurore et Isidore, et que vous évoquez en même temps que la scène que vous appelez le comble de l'horreur, de cette horreur, qui est une scène de viol, où on reproduit justement ce « oh, oh, oh ». Donc, phonétiquement, l'assonance du mot espagnol en lien avec la scène, le comble de l'horreur. Donc, ayant retrouvé, ayant été sensible à cette arrière-scène de la langue, je me suis demandé si vous l'évoquiez presque comme une sorte d'avatar, d'antécédence des scènes évoquées dans le texte. Par exemple, la scène du pacte avec la prostitution, avec entre le fils et la mère morte, que vous appelez aussi la mère vierge prostituée, se trouve évoquée en même temps que une invocation de la reine du Sud, Buenos Aires, et la coquette Montevideo par l'Outreamont. Donc, ma question là serait, qu'en est-il de ce pacte dérisoire entre le fils et la mère vierge prostituée, et est-ce qu'on peut voir cela en lien avec cette arrière-scène d'une violence suivie par un pacte dérisoire entre ces deux pôles de Buenos Aires et Montevideo? Oui. Donc, oui. Je continue. Oui, je peux révéler si vous voulez. Après, je répondrai. D'accord. Oui, moi, il y a des points que je reprendrai peut-être. Et l'autre question que j'essaie de relier à ce que vous venez de dire, le geste d'écrire à double tranchant que vous évoquez, l'adolescent qui est mort de la littérature, une écriture à la fois puissante, de puissance et de faiblesse, de l'immobilité et du mouvement, le tourbillon et le caillou de l'Ecclésio. L'Ecclésio parle d'une écriture caillou, l'engendrement du chant et cette immobilité transmise au lecteur.
Oui, donc d'un côté, on a la révolte adolescente qui nous excède dans son abjection, dans ce qu'il y a de si terriblement unitaire dans ce texte. Et désolé, il n'y a pas de place pour l'autre, il n'y a pas d'être avec, comme dit Jean-Luc Nancy de l'Outre-Amont. Mais en même temps, vous évoquez le chant, le tourbillon, la sonorité, et Luc Lézio, tout en parlant d'un texte clos, inaccessible, muet, un caillou, il nous parle de l'incantation au même temps. Et il y a les deux choses. Il y a l'enveloppe sonore, très mince, mais un talisman quand même, et il y a la mise à mort, ce que vous avez appelé la décomposition. Et tout en étant excédée en lisant, j'étais retenue par le soin apporté à l'écriture et l'harmonisation d'une composition, donc composition et décomposition. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas parler non seulement d'un adolescent mort de la littérature, mais qui en quelque sorte est en train d'écrire son tombeau. Et c'est cela qui le rend si inaccessible pour nous. Et est-ce qu'on ne peut pas voir cela en lien avec cette transmission de l'immobilité au lecteur? Je m'arrêterai là et puis... Bon, je vous remercie de vos questions, de votre lecture. Vous faites allusion, oui, parce que dans le texte publié, dans cette revue Pensée rêvée qui s'appelle L'Autrier à Montevideo, il y a toute une partie du texte qui est consacrée à ce que vous appelez l'arrière-scène, ou l'arrière-pays, pourrait-on dire aussi, des chants, c'est-à-dire le Montevideo de l'époque où le jeune Isidore Lucas est là, comme un enfant, comme un adolescent montevidéen. Je vous ai rappelé qu'il habite à Montevideo jusqu'à l'âge de 13 ans et quelques mois, et que c'est à ce moment-là qu'il rentre en France. C'est-à-dire que toute l'enfance et l'adolescence, le début, disons, de l'adolescence, se passe à Montevideo, et que, Montevideo, en ce moment, est un état de siège. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une ville assiégée, une ville donc pleine de violence, pleine de scènes assez terribles, dans des témoignages de l'époque, pas d'Isidore Lucas, mais d'écrivains de l'époque, nous donnent beaucoup de détails assez terrifiants, comme la présence des cadavres, des pendus, des gens qui étaient vraiment torturés au supplice, etc. Puis Champ-Rivière signale justement une sorte d'inquiétante étrangeté qui sort de la vie elle-même de l'Autrier-Amont, parce qu'il va mourir donc dans Paris assiégé. Et Paris assiégé, c'était quand même assez terrible. Il y a François Karadec, dans sa biographie, fait une description de Paris, où par exemple, au jardin des plantes, on vendait les animaux, les gens mangeaient des chats, des rats, des chiens, il y avait la peste, il y avait c'est-à-dire qu'il meurt dans une ville qui est aussi horrible que celle où il était né, où il avait vécu les premières années. Avec juste une anecdote que vous connaissez, qui est que ce qui se rajoute à la légende noire de l'Autre-Amont, c'est que dans Montevideo assiégé, il y a Garibaldi qui arrive, et il meurt à Paris avec la Commune, la même horreur, et Garibaldi revient. C'est quand même extraordinaire, oui, c'est vrai. Oui. Bon, c'est-à-dire que ça, évidemment, c'est un arrière-fond qui réapparaît dans les images terribles d'horreur, de crimes, de sadisme qui apparaissent aussi
dans les chants. C'est pas ça, Voilà. ce que vous dites aussi, bon, de peut-être, on a beaucoup étudié, surtout justement les critiques uruguayens, tout ce qui est et argentin, tout ce qui est du côté de l'hispanisme, et qui Oui, apparaît dans tout à la fait. langue de... Et même vous-même, dans le texte antérieur, vous juxtaposez certaines scènes Oui. montévidiennes du texte, où il y a des sonorités aussi qui Oui, se oui, oui. répondent. Oui, par exemple, Tazé, Tassé, quand il dispose, c'était le nom donc d'un ami de Isidore Ducasse, collégien. Il était 3 ou 4 ans moins âgé que lui. Et il apparaît donc le nom dans la rédaction du premier chant, dans la première édition. Et après, dans la deuxième, c'est barré, c'est apparaît poulpe de soie. Soie, en espagnol, se dit seda. D'ailleurs, c'est l'envers d'assez, seda. Peut-être c'est un jeu de mots que lui-même il a utilisé. Pourquoi poulpe de soie? Peut-être mais on peut trouver comme ça, si vous voulez, un peu à la lacanienne, disons, des jeux de mots, des jeux de signifiants entre les choses. On ne peut rien affirmer, mais on peut avancer des hypothèses de ce genre. Alors la question de ce que vous avez, je ne sais pas si sur cette la première partie de votre question, la deuxième allait surtout dans le sens, oui, de la question de l'enfant mort de littérature. Oui. Bon, alors ça, la mort de Lautréamont aussi, c'est une question qui a posé beaucoup de... On a dit beaucoup de choses, on a émis beaucoup d'hypothèses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque du siège de Paris, la mortalité, ça aussi l'a étudié François Karadec avec des chiffres, la mortalité générale de la ville avait augmenté énormément, parce qu'évidemment, dans une ville assiégée, il y avait des épidémies. Donc, on ne sait pas très bien de quoi il est mort. Hein. Certains avaient supposé que c'était les suicides, d'autres pour des crimes. On ne sait pas pourquoi il est mort. Mais quand vous dites mort de la littérature... Alors, évidemment, on dit, après avoir écrit Les Chants de Malheureux, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il a commencé à écrire les poésies où justement il commence à dire maintenant, bon, c'est le renouveau, je reviens au calme. Il écrit le mot calme en majuscule. Maintenant, ça va être le chant de la justice, de la beauté, etc. Mais en même temps, on est tenté comme ça d'imaginer que c'était vraiment quelqu'un qui s'était épuisé dans ce cri en même temps, pour moi, si émouvant, mais si touchant. Hein. Je crois que même si c'est une littérature taillou, c'est lui qui le dit. Le Clésio, vous avez lu aussi, il admire, il est très très touché par cette littérature adolescente. Malgré, évidemment, comme vous dites, il y a des aspects qui excèdent, qui rejettent, qui repoussent. Par exemple, cette scène du viol de la petite fille, elle est vraiment horrible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de l'œuvre de Lautréamont qui est évidemment inspirée du roman noir, mais qu'il doit, là, volontairement dépasser, justement dans l'excès, dans l'horreur. Il connaissait toute la littérature du roman noir, où il y avait les scènes de vampires, le sang, les viols, etc. Mais il veut aller au-delà, pour justement Moi, je dirais frapper, dirais-je, le lecteur, et surtout frapper le lecteur bourgeois de l'époque. Et dans ce sens, on sent véritablement qu'en même temps, il y a dans sa voix et dans son geste d'écriture une défense, je dirais, une exaltation de l'infantile par l'infantile. C'est comme s'il a jeté au visage de la famille bourgeoise de l'époque du XIXe siècle un cri d'enfant malheureux qui dit, bon, voilà ce qui ressemble à l'enfant, écoutez-le. Il y a ça aussi. Un adolescent qui souffre, et qui veut, et qui vous aide, qui vous jette tout ça dans la figure, n'est-ce pas? Un geste de révolte. Mais en même temps, évidemment, il y a le
l'écrit, il y a le geste d'œil, il y a la littérature. Hein, c'est pour cela qu'il a fasciné tous les jeunes lecteurs, les jeunes poètes, pendant des générations. Je ne sais pas aujourd'hui, mais je pense que quand même, les jeunes poètes doivent être émus par Maldoror. Bon. Alors, je sais si... Bien. Il va être temps de passer la parole à la salle pour des questions, des commentaires, des remarques, des associations. Oui, s'il vous plaît. On va vous donner un micro, s'il vous plaît. Merci. Merci bien pour votre exposé qui était vraiment très très riche et très vibrant. Mais vous avez évoqué qu'il n'y avait pas d'autre. Hein. Vous avez surtout renvoyé à un amour de Narcisse, cette fantasmatique de Lautréamont. Et je me demandais quand même, tous ces personnages, même la mère vierge ou prostituée, le créateur, enfin, ça pullule d'autres quand même. Est-ce que ce n'est que un double de Narcisse? Enfin, j'aimerais bien que vous puissiez nous préciser certaines choses, vous qui connaissez bien ce texte. Merci. Oui, c'est-à-dire que je pense justement qu'un des aspects tragiques du chant et de Lautréamont, c'est cette oscillation permanente entre, d'une part, l'amour de soi-même, de Narcisse, et, d'autre part, cet élan qui le porte vers le frère, vers l'autre, l'ami, hein, ou l'aimé. Mais qu'il est toujours partagé, qu'il est toujours dans la déchirure elle-même, n'est-ce pas? Alors je pense que quand on le voit seul dans sa chambre, au 5e étage, en train d'écrire, il me semble que c'est surtout le drame de Narcisse qui vient comme ça de façon très forte. Et je relisais récemment justement chez Ovide, il y a cette scène où l'enfant, comme dit Ovide, quand il se regarde dans l'eau, l'image se trouble parce qu'il pleure, mais aussi parce qu'il se déchire la poitrine et le sang tombe sur l'eau. C'est-à-dire que la question du sang et de la lacération, avec toutes les connotations fantasmatiques que ça peut avoir, qui apparaît tellement de fois dans le poème de Maldoror, il est déjà aussi dans ce motif, il est déjà aussi dans Ovide. C'est-à-dire, bon, je crois qu'on ne peut pas, je crois que l'autre existe, il est là, mais en même temps, il y a l'énorme empêchement de le rencontrer, de le trouver vraiment. Il y a le désir d'aller vers l'autre, et en même temps l'obstacle. Et c'est là le drame. Ici, évidemment, avec tout ce sadisme et toutes ces connotations homosexuelles encore beaucoup plus marquées, mais je pense aussi qu'il me semble que c'est une des expériences vécues de l'adolescent en général, n'est-ce pas, cette oscillation entre l'amour narcissique et l'amour de l'objet. Quelque chose dans lequel ils se débattent. Sur ce point, juste une proposition de poursuivre la réflexion, pas sur l'autre au sens de l'amour objectal, mais l'autre au sens de l'autre de l'inconscient. Par rapport à ces deux phrases paradigmatiques, l'une de Rimbaud, je est un autre, et celle de Lautréamont, si j'existe, je ne suis pas un autre. S'il y en a un qui reste, si je puis dire, encore romantique, c'est Rimbaud, parce qu'il se pose la question. L'autre, Lautréamont, a l'air de la vivre, de l'éprouver, elle s'impose à lui, et d'une certaine manière, il essaye de dire que
sa vie, sa vie n'est pas une existence. Il ne faut pas dire qu'il y a eu une existence particulièrement riche de rencontres d'autres, justement, et qui s'est enfermé dans cette chambre du 5e et qu'il a passé sa vie à essayer de ne pas être, plutôt que être, pour pouvoir rencontrer cet autre. Tandis que Rimbaud, avec cette possibilité, si je puis dire, de zapper, d'aller de l'un à l'autre, d'aller de l'inconscient au conscient, d'avoir une écriture préconsciente, tandis que l'autre est une écriture, pour parler vite, archaïque, enfin expulsive, qui reste poétique pour autant, parce qu'il est dans le non-être, c'est là qu'il peut. Et sa vie témoigne du fait qu'il n'a pas fait autre chose que ça. Oui, je crois que que le Tramont est dans ce que j'ai essayé de dire avec cette expression, qu'il est tout près, c'est pour cela que je n'ai pas utilisé le terme de sublimation. Oui. Il est tout près de quelque chose, d'une expérience originaire, au sens propre, de la langue de l'inconscient et peut-être de la relation de la langue de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reconnaître et ne peut pas dire je suis un autre, parce qu'il est tellement imprégné par cet autre qui vient de cette relation énigmatique pour lui de l'inconscient et de la langue, qu'il est ça. Il ne peut pas se dédoubler à ce moment-là par rapport à l'autre conscient, et qu'il est pris par cette jet de ce qui vient comme ça avec cette force qu'il peut quand même, et c'est ça un des aspects qui fait l'admiration de tant d'écrivains extraordinaires vis-à-vis de Lautréamont, il y a ce jet des images d'une force extraordinaire, monstrueuse, qui vient comme ça de cette relation brute entre la langue et l'inconscient, et en même temps la possibilité, dans la dérision et dans l'ironie de Lautréamont, de se contempler lui-même à ce niveau-là. Mais c'est toujours se contempler lui-même. Je pense que oui, que là, il y a comme un degré comment dirais-je, d'épuisement, qu'il y a d'une part ce jet, cette source qui est intarissable, semble-t-il, et qu'en même temps, il y a quelque chose qui se perd, qui s'égare. C'est-à-dire comme si, dans cette frange, dans cette zone où il y a eu cette expérience originaire de la langue, de l'inconscient, de la relation de la langue et de l'inconscient, tout à coup, ce qui prédomine en lui, par moments, on le sent, c'est, je dirais, une sorte de pulsion de mort dans le langage, c'est-à-dire où le centripète, la déliaison prédomine et qu'on sent qu'il va vers la dispersion, vers la corruption, et que tout ce mouvement, au fond, est tenté par l'immobilité, par cette image de la décomposition. Alors, cette idée de cette composition, de composition. C'est comme toujours, quoi. C'est comme avec Artaud, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il écrit. Donc, il n'est pas totalement possédé. C'est-à-dire qu'il reste une partie de lui qui est spectateur de lui-même et qui nous fait témoigner de ça. C'est ça qui est impressionnant. Il est en proie à la déliaison, pulsion de mort ou pas. C'est un extrême. Il y a une prise directe sur l'inconscient, vous voulez dire. Mais pas totalement, sinon il serait totalement absorbé, il serait dans les asiles comme beaucoup de psychotiques. Alors, autre chose que j'aime beaucoup, c'est... Alors ça a l'air d'être une variante de l'EPF, parce que Gantré et Pontalis aussi sont dans cette même impossibilité ou non-volonté de plaquer de la métapsychologie là-dessus. Donc vous dites pas sublimation, vous avez raison, je crois que c'est tellement faux. À vous lire dans La mort enfant ou dans les Folles de mai, La place des mères, la mélancolie, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on ne pourrait pas dire, et pourtant ça collerait d'une certaine manière, que c'est une identification à la mère morte et que l'ombre de l'objet est tombée sur moi et qu'il est possédé. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas la mélancolie, il n'y a pas de position même mélancolique qui soit tenable. Alors, j'en viens à moi, ce qui me... Enfin, je ne vois pas d'autres exemples dans la littérature au niveau de la question de la forme littéraire. Plus que sur le fond, il n'y a pas autre chose.
il y a peut-être alors une parenté quand même, si on cherche des parentés dans les livres. Il me semble que la parenté, c'est la question que je vous pose, c'est Swift en amont, et c'est ensuite Kafka et Lewis Carroll. Je m'explique. C'est la seule littérature qui me semble nous permettre de saisir au plus près ce qu'est le travail du rêve. C'est-à-dire que, alors vous l'avez évoqué, il faut le lire à voix haute, le déclamer, mais moi, Lautréamont, quand je le lis, il me donne des images. Il me touche, pas simplement au niveau de la sonorité, mais dans toute la sensorialité. Il me donne la pensée à voir des images, il génère aussi un affect. Bon. Donc le lecteur répond affectivement avec des images, avec des associations de sons. Et ça me semble être le propre du travail du rêve, où tout est en perpétuelle métamorphose. C'est comme en effet un flux bouillonnant qui se transforme lui-même en un objet qui devient un autre objet, qui devient un autre objet. C'est ce qu'on voit chez Kafka avec la métamorphose, c'est ce qu'on voit chez Swift avec les transformations lilliputiennes, chez Lewis Carroll. Bon. Ce que je veux dire, c'est que le sujet qui est entre être et des êtres a cette possibilité de se cristalliser à un moment sur un objet, sur un personnage, en général un animal, un végétal, et ensuite de devenir un autre personnage, un troisième personnage, un lieu, un espace. Tout est indifférencié, mais il y a des correspondances, des résonances infinies, comme ça peut l'être dans ce rêve, dans les rêves en général, où le personnage est partout à la fois, dans chaque objet, qu'il peut être cet objet-là qui parle, mais aussi l'autre objet qui lui répond. Enfin, vous voyez, c'est ce devenir perpétuel, c'est ce bouillonnement incessant et qui génère cette sensorialité diffuse. Disons-le plus simplement, c'est l'invention du fondu enchaîné qui va venir avec le cinéma. Vous voyez, et pourquoi je dis ça? C'est parce que la lecture de Lautréamont est très difficile. Et qu'il y a une piste que Pichon-Rivière donne à un certain moment, c'est de dire arrêtez d'essayer de vous accrocher sur l'idée qu'il y a un personnage qui va être dans une action, qui va développer une pensée, etc. Non, le personnage qui parle à l'autre personnage est déjà devenu l'autre personnage, qui est devenu un animal, qui est devenu autre chose. Un travail incessant, comme on le voit dans le travail du rêve. Ou peut-être aussi dans le travail du deuil. Marc Coppel. Merci. Oui, je comprenais très bien ce que vous vouliez dire en disant que Lautréamont exprimait quelque chose de l'adolescence, mais il me semblait que c'était un adolescent quand même très particulier. Et il m'évoquait un peu... Oui. Une expérience que j'ai eue quand j'étais psychiatre d'urgence. Alors c'est peut-être un peu gênant de faire référence à la psychiatrie face à des auteurs, mais ça m'est arrivé de recevoir des jeunes gens dans un état moitié bouffée délirante, moitié état maniaque, et qui provoquent une espèce de fascination par le défilé de ce qu'ils disent, qui, à la fois on se dit mais c'est très intéressant ce qu'il dit, on a envie d'intervenir, et puis hop, il passe à autre chose, et puis il en ressort finalement un état un peu embrumé, on a envie qu'il se taise. Enfin, le mélange d'excitation et de pensée et d'envie que ça se calme. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est un peu ça que me provoque la lecture de Lautréamont, quoi. Mais alors, sur les évocations littéraires, moi je dirais qu'il y a un auteur à qui me fait penser vraiment Lautréamont, c'est Bruno Schulz, qui est souvent comparé à Kafka, mais qui est beaucoup plus onirique que Kafka. Et vraiment, je trouve que dans le traité des mannequins, je ne sais pas si quelqu'un ici l'a lu, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup plus penser à Lautréamont que Kafka, qui est quand même sous l'emprise de la logique et de la raison, même si on sent poindre le rêve en arrière-plan, alors que Bruno Schulz, c'est vraiment c'est un récit onirique qui évoque pas mal Lautréamont. Merci. Oui, je pense que pour vous répondre et pour reprendre un peu ce que disait Carcos, que c'est une des choses admirables des chants, des
surprenante que c'est très difficile de trouver des équivalents. Parce que ce que vous avez mentionné sont très très loin quand même. C'est unique. Les choses sont vraiment uniques. Il n'y a rien de comparable dans la littérature. Premièrement, déjà par la forme. C'est-à-dire, ce sont chaque chant est fait par des strophes où il n'y a pas de paragraphe. Je lis d'un bout à l'autre, aucun. C'est formel, c'est pas bon. Mais le lyrisme des chants, c'est une innovation totale. Il y a des sources. Alors, les sources, ça c'est extraordinaire. Si on tient compte de ce que disent les critiques littéraires qui ont cherché les sources de Clermont, ils sont tellement extraordinaires par le nom qu'on imaginerait qu'il aurait dû vivre, c'est pas 50 ans pour lire tout ce qu'on a signalé, qui est cité, convoqué par les... C'est-à-dire que justement, comme il se situe dans un registre tellement particulier, qui est tellement près de... J'insiste parce que ça, pour moi, c'est la chose qui dit le plus spécifiquement possible peut-être l'éblouissement qui produisent les chants. Cette radicale, comment dirais-je, approximation, plongée comme dans cette zone limite, originaire de l'inconscient et de la langue, comme il fait prise de là, de cette zone-là, c'est que il n'y a pas de... Il sort de tous les styles, il sort de tous les genres, parce que bon, il n'y a pas de... Et en plus, il peut, justement, c'est pour ça que... Parce que c'est un leurre, la question des sources. Il peut toucher aussi quelque chose de l'ordre de la résonance, du langage, tel qu'il l'a ressenti et tel qu'il l'a éprouvé, et quelque chose d'une sorte de symbolique tout à fait intemporelle. Parce qu'on a cité la Bible, l'Apocalypse, Échille, la tragédie grecque, Homère, Dante, tout est convoqué par la critique littéraire pour dire, bon, voilà telle chose, voilà la scène à laquelle il a fait référence, telle chose. Bon, c'est impossible, ça. Il n'a pas lu tout ça, il a lu des choses, Homère sans doute, parce qu'on a trouvé l'Iliade, en plus en espagnol, noté par Clermont, Dante sans doute, parce qu'il y a des choses. En plus, il y a cette extraordinaire façon de procéder qu'il avait, bon, qu'après les surréalistes ont suivi avec la question du collage, de prendre un texte et le mettre là, et personne ne se rend compte de que ce texte a été pris ailleurs, parce que ça rentre dans cette sorte de verve impressionnante de notre amour, de ce torrent justement inconscient, linguistique, qui bouleverse tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un jaillissement tellement près à la fois des sources psychiques inconscientes, mais en même temps qui trouve la possibilité de ramasser, de traîner avec elle, à travers les traces mnésiques sonores des mots. Il y a là une telle coïncidence, une telle confluence que ça donne les chants, et rien d'autre. Et rien d'autre. On ne peut pas les comparer. C'est pas parce que moi je suis montévidéen comme Isidore Ducasse que je fais cette défense de la lutte. Je me souviens d'Aragon disant notre amour malgré contre tout. Et Julien Gracq, l'autre amour toujours. Donc, malgré contre j'allais dire, si j'ai entendu des accents nervaliens dans votre commentaire antérieur, c'était un hasard ou c'était parce que vous avez évoqué qu'il avait traversé 2 fois l'océan, qu'il y avait la Vierge Mère prostituée, puis il y a les Shadow de Nerval, 1854, j'ai 2 fois vainqueur traversé. C'était un écho. Mais là aussi, peut-être, oui, Nerval, peut-être, c'est une des choses qui se trouve surtout dans Aurélia. Quand il écrit ça, plein délire, il s'approche beaucoup, mais quand même. Mais il y a une forme. L'affect est différent. L'affect est différent. Et il n'y a pas cette férocité, cette cruauté, cette brutalité qui est justement des aspects de ce torrent de l'inconscient et de la langue qui apparaît chez Clermont.
Tandis que Nerval, c'est une écriture d'une beauté extraordinaire, bien sûr. Et Aurélia, c'est bon, c'est un délire écrit aussi. C'est peut-être, oui, vous avez raison de le citer, c'est peut-être ce qui se rassemble le plus, qui s'approche le plus dans la littérature française. Mais c'est votre texte qui m'avait fait penser à Nerval. Je ne sais pas si c'était voulu. Mais là, Nerval est plus proche du rêve, justement. Parce que le rêve, je dirais, bon, vous avez dit le travail du rêve, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas un récit d'un rêve. Parce que le récit d'un rêve, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, il y a des objets. Tandis que peut-être la capacité étonnante de l'écriture de Lautréamont, c'est de se confondre avec le travail, avant les images, avec le travail du rêve, dans le sens de cette combinaison de traces mnésiques avec le visuel, par exemple, qui est tellement forte dans la... Oui. Non, je ne pense pas que, dans la majeure partie des textes, même si quand même par moment, par îlot, c'est visible, dans la majeure partie, il ne semble pas avoir d'accès à une structure symbolique, on peut le dire comme ça. Ceci dit, quand on retient dans la série des beaux comme uniquement le parapluie et la machine à coudre sur la table de dissection, c'est parce que c'est la seule qui est un peu liée à une évocation symbolique d'une scène primitive, c'est celle-là qu'on retient. Les autres, tout le reste, on a du mal à les réciter. Par moments, il nous donne quand même assez évidemment des pistes de pensée. Mais ce que je voulais dire, en effet, pas le rêve, pas le deuil, simplement le travail du rêve ou le travail du deuil, c'est-à-dire cette particularité essentielle d'un magma, voilà, d'un accouchement, voilà, d'un prolapsus, d'une invagination, d'une désinvagination, d'un devenir perpétuel qui ne sombre jamais, qui se fixe, qui cristallise une idée, une pensée, une représentation, et puis qui lâche et qui repart, et qui s'auto-représente monstrueusement, qui se développe lui-même, et surtout qui passe d'un personnage à un autre, qui englobe l'ensemble. C'est dans ce sens-là que ça ressemble à Swift, Kafka ou Carroll, mais bien évidemment dans la forme, ça n'a rien à voir. Mais il y a cette question d'un texte. Alors je ne sais pas s'il se chante lui-même, comme vous l'avez dit très joliment, ou s'il nous témoigne d'une douleur à s'auto-enfanter, s'auto-engendrer. Par moments il chante, mais par moments c'est grinçant, c'est douloureux. Voilà. Mais on ne sait jamais non plus quand est-ce que c'est volontaire, quand est-ce que c'est par ironie, quand est-ce que c'est par le sarcasme. En même temps, la dérision est toujours à l'œuvre. C'est ça ce qui est impressionnant. On a essayé, là, je ne me mets pas dans cette situation-là de faire un diagnostic d'Isidore Lucas, parce que ça, c'est la folie écrite. Hein. On est loin de voir à travers ce texte, de faire un diagnostic comme on l'a fait. Hein, il y a le travail de Soulez, qui a diagnostiqué schizophrénie. En même temps, quand on voit de près, quand on lit par exemple la biographie de Kardec, quelqu'un qui a 21 ans fait la traversée de l'océan, à ce moment-là, c'était 30 jours, pour demander à son père de l'argent pour publier le premier chant au compte d'auteur, qu'il obtient, qui vient, publie, qui envoie les textes aux auteurs. Il est très loin d'être furieux, d'être un schizophrène. Enfin, on reste avec la folie écrite, et aller au-delà, c'est très dangereux. Hein, je ne sais pas. Alors, la folie écrite, c'est folle complètement. Mais alors là, elle est belle, très très belle. J'ai lu dans le texte de Ruben Dario que vous citez, qui dit que il trouve très beau, mais c'est un livre dangereux pour les adolescents. Il ne faut pas le donner aux adolescents. La scène du viol est absolument... Et ça, c'est les scènes les plus effrayantes. Oui. Et oui, parce que là, il y a la haine du vagin, évidemment. Hein, la haine du vagin de la petite fille. Et là, bon, sans aller dans le sens... Ça rentre bien, dirais-je, dans cette constellation de l'homosexualité et du sadisme. Ça apparaît partout, n'est-ce pas? Donc, bon, le pacte avec la mère, bon, ça, on peut avoir comme ça des résonances de psychopathologie, disons, de psychanalyse, bon,
qui viennent sans doute en lisant, n'est-ce pas? Mais de là à aller faire des diagnostics sur le jeune Isidore, je ne sais pas. Là, moi, Qui plus est, j'ai des doutes. faire un diagnostic sur un auteur qui peut plus se défendre, pas très, Plus à quoi sert. et pas très chaleureux pour un lecteur. Une question au fond? Non, c'est juste une remarque, c'est que Oui. vous disiez folie écrite. Dès qu'il y a folie écrite, il y a triomphe. Il y a triomphe sur cette folie. Non, enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a une mise en écriture, il y a un triomphe de cette folie. Il y a une façon d'intéresser tout le monde avec une chose qui vous est singulière et propre. Donc, on peut parler de folie et de faire un diagnostic, l'intérêt est assez mince. Non. Oui, évidemment, quand il y a un cas comme Artaud, que, avec l'histoire, la maladie, les internements, l'organisation, et qui continue à écrire, évidemment, là, on sent qu'il y a une lutte entre Oui, il y a une... l'expérience de l'écriture contre la folie, ou quelque chose comme ça, on pourrait dire comme ça. Donc l'écriture est toujours, comme vous dites, une sorte de triomphe. Oui, Quelque chose oui, d'autre. oui. Celui qui écrit toute la nuit dans le 7e étage, etc., il est en train d'écrire, d'essayer, comme il a. En plus, je crois que là, on sent véritablement la douleur existentielle de ce jeune qui écrit et qui écrit des choses terribles, parce que bon, il ne peut pas faire autrement, mais parce qu'il a la vocation d'écrire et qu'il veut écrire, n'est-ce pas? Donc là, évidemment, c'est toujours quelque chose qui dépasse d'une certaine façon la folie. Mais ça devient une folie écrite, un chant écrit, qui se transmet, n'est-ce pas? Oui, je vous en prie. Oui, là, il y a une défense contre le diagnostic psychiatrique. C'est pas pour faire un diagnostic psychiatrique que je voudrais rapprocher le texte de Lautréamont du texte d'un autiste allemand qui s'appelle Birger Céline, Une âme prisonnière. Alors, il n'y a pas la richesse qu'on trouve dans les chants, mais il y a quand même cette souffrance un peu et ce trouble, cette déchirure, cette révolte qui est chez Lautréamont et que vous avez tellement évoqué. Hein, cette révolte au ras des sensations que M. Corcos a évoqué, parce que c'est ce que Birger Céline dit. Heureusement qu'il y a eu l'écriture, à 19 ans, pour essayer d'être un peu en surface, dans ce monde de surface, plutôt que d'être dans un moi sans moi et d'être complètement enterré vivant, puisque peut-être au ras de la pulsion plutôt que de l'inconscient. Même si, effectivement, on serait au ras de la langue et de l'inconscient. Mais un inconscient, vous avez dit, la sublimation ne peut pas tellement en parler d'une façon claire. Alors, je me demandais quand même s'il n'y avait pas une affinité avec ces écrits d'autistes qui, pour des raisons souvent après une psychothérapie ou se mettent à écrire. Mais c'est vraiment chez Birger Céline qu'il y aurait quelque chose au plus près des chants, sans cette richesse bien entendu, ce qui en fait de la littérature et non pas, comme chez Birger Céline, une tentative d'être en surface, d'émerger à la surface de lui-même. Je ne connais pas l'auteur que vous citez, mais je vois bien le sens que vous voulez y aller. C'est surtout cette sensorialité. Oui. Oui, il est né d'Urvie. Deux brèves remarques, si vous voulez bien. D'abord, dans les antécédents, si on peut dire littéraires, vous avez cité Homère, c'est sûr qu'on y pense, de par la structure.
la référence au chant, à la déclamation, et aussi parce que l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'histoire d'un siège et l'histoire d'une navigation, toutes les deux motivées par la reconquête ou les retrouvailles avec une femme, Hélène et Pénélope. Mais là, c'est une dimension totalement absente chez Lautréamont, où au contraire, l'objet sexuel, c'est l'autre adolescent. Et là, dans un style totalement différent, on pense plutôt à Mishima et à son réalisme, quasi lyrique, mais comme ça, il observe comme au microscope ce qui se produit entre lui et le corps de l'autre, et l'autre adolescent, et avec le même effet d'obscénité. Enfin, le même tragique et une crudité, au fond, assez proche, semble-t-il, de celle de Lautréamont. Même si sur le plan littéraire, c'est naturellement deux mondes très différents. Voilà pour la référence à Homère, il semble bien quand même qu'elle soit présente. Et d'autre part, au sujet de la révolte adolescente. Alors, bien sûr, Marthe Koppel le disait, c'est un adolescent particulier. On ne peut pas généraliser l'attitude de révolte et l'attribuer seulement aux adolescents qu'on a un peu idéalisés à travers leurs attitudes de rébellion. C'est oublier que la révolte, c'est aussi un moyen de s'organiser en définissant un objet précis. Alors le bourgeois, supposé avoir atteint la plénitude de l'unité dans sa médiocrité méprisable, en même temps, il fait envie, parce que lui, il est cohérent. Il est cohérent et donc haïssable, mais en même temps enviable. Je crois que la révolte, pour la révolte, paraît pas vraiment quelque chose qui décrive l'adolescence. Ça décrit tout autant la nécessité de s'organiser par un tas de moyens, dont l'écriture, éventuellement, l'écriture, c'est Michel Henriquez qui appelait ça l'écriture représentative, qui visait à retrouver une cohérence dans les moments de dépersonnalisation pour certains patients. Je dirais qu'il y a quelque chose comme ça à l'œuvre chez Lautréamont. Une écriture représentative, d'ailleurs vous l'avez décrit comme faisant son autoportrait, et s'observant lui-même faisant son autoportrait. Voilà, mais par rapport à la révolte adolescente, je crois qu'on doit prendre quelques distances dans l'écoute qu'on peut avoir, nous, adultes ordinaires, avec les adolescents ordinaires, pas moins passionnants, de maintenant, dont l'attitude de révolte n'est pas ce qui prédomine. Ils sont plutôt idéalistes, ils sont plutôt humanitaristes que révoltés. Oui, c'est vrai, quand il prend comme objet de la révolte, ce combat contre le père, contre le grand objet extérieur, etc., le céleste bandit, bon, évidemment, il s'en prend là quelque chose de l'ordre d'une figure autoritaire, religieuse. Bon. Il y a Bachelard qui a signalé donc ce pressentiment d'adolescent qui est là et qui apparaît dans certains fragments. Mais évidemment, on ne peut pas, je crois que rien dans les chants pourrait être pris comme emblématique de quelque chose de l'adolescence comme ça en général, ou de l'adolescence même de la fin du XIXe siècle. Mais il me semble qu'il y a quand même dans le mouvement de l'œuvre quelque chose qui peut s'approcher à ce complexe d'adolescence, ou je ne sais pas comment dire, comme un processus adolescent dans l'évocation quand même insistante concrète, par exemple, de ce jeune seul au 5e étage, la nuit, l'évocation, bon, quand les autres montent au bal, etc., qui écrit, qui essaye de... Bon. Et des quantités de thèmes qui apparaissent là et qui, me semble-t-il, qui sont aussi possibles qui évoquent un peu l'expérience vécue, évidemment, d'une adolescence, alors, dans le déchirement total, dans l'extrême explosion ou éclatement, pas au bord, limite, presque tenable, disons, de ce qui pourrait être la littérature d'un jeune de 20 ans, n'est-ce pas, et qui exprime en même temps, oui, en même temps la composition et la décomposition,
la limite, le bord, enfin, on est là, hein, dans cette situation extrême. Semble-t-il, enfin c'est comme ça que je le lis actuellement. Bien, eh bien, nous allons remercier chaleureusement notre invité de ce soir pour cette brillante conférence, Mondo Gomez Mongo. Nous avons rendez-vous donc la fois prochaine avec Richard Zrehen. Merci à vous tous. Voilà, donc on démarrera la fois prochaine à 8h30. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc c'était pas un dessin que vous évoquiez, Nerval. Moi j'ai entendu ça implicitement, mais c'était Non, non, mais je pense que oui, que Aurélia surtout, Oui. c'est très près, mais quand même c'est plus tenu, c'est plus organisé de l'écriture. Nerval est plus ordinaire. Ah oui, j'ai vu. Même s'il y a ce fond de folie, de lire, mais là il y a une autre chose, c'est la langue elle-même qui est devenue folle. Bon, je crois que ça a été bien en général. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas eu la dernière. Mais je pense